Voyage en récit. Marie-Vonne Dréanic. Jean-Yves le Juge. Yvon Kervignot. Et Geoffroy Scrive. Bien, nous voici en Morbihan, à Kelvin. Nous sommes dans la maison du chapelain, ou d'un des chapelains, parce que j'ai compris qu'il y en avait plusieurs, c'est un honneur. Nous réalisons cette conversation, si je puis dire, dans les terres du Morbihan, dans un endroit où il y a ici une chapelle qui dépasse en taille certaines cathédrales de notre pays. C'est une chapelle assez monumentale. Nous avons ici sur la table pour notre conversation un livre magnifique publié aux éditions L'Aventure Carto, intitulé Le Pardon de Kelvin 1978, 1979 et 1980. Les photos sont de vous ici, Yvon Kervignot, qui revient sur ce pardon mémorable qui date, il me semble, depuis le XVe siècle. Nous pourrons y revenir en plusieurs étapes. Vous parlez évidemment des cierges, la préparation, le pique-nique, la fontaine, la grand-messe et puis les vêpres, le côté profane de cette fête qui se place donc au 15 août. Alors peut-être première question pour commencer, puisque nous réalisons cette conversation ici au mois de juin, bientôt la mi-juin. J'imagine que le pardon du 15 août 2026 est en train de se préparer peut-être, au moins dans les esprits. Qu'y aura-t-il cette année ? Qui veut commencer ? Je dis car nous avons quelques doutes, non point sur le pardon, mais notre recteur, que nous disons en Bretagne, étant décédé l'année dernière, nous sommes rattachés à la communauté de paroisse de Pontivy, et donc c'est l'administrateur. Nous nous voyons précisément jeudi prochain pour mettre au point. Enfin, si vous voulez le déroulement, normalement, il ne devrait pas être modifié. Le 14 août au soir, à 21h, il y a une messe avec la procession au flambeau. Il y a une messe en breton le 15 août à 9h30. Il y a ce qu'on appelait autrefois la grand-messe, appelons la messe solennelle, à 11h, l'après-midi, à 14h le chapelet, à 15h les vêpres, et des personnes qui ne viennent pas du tout pour cela, qui n'arrivent que vers 16h, après la procession dans la lande, pour voir un spectacle, le mot n'est pas trop fort, de la descente d'un ange pyrophore du 2e étage de la tour, c'est-à-dire à 72 mètres. Alors j'avais cru comprendre qu'il y a pas si longtemps que ça, l'ange n'avait pas pu descendre de la tour. Est-ce que du coup cela est-il réparé, est en fonction aujourd'hui ou... Oui, effectivement, ça s'est produit peut-être une ou deux fois, surtout une fois où nous avions un temps épouvantable avec un grand vent, et là il n'est pas question de faire descendre l'ange parce que c'était déjà très dangereux et pour le public et pour l'ange. Donc, et une autre fois où l'ange était en restauration. Mais il faut dire aussi que notre ange est célèbre parce qu'il a fait un très grand voyage. Il est allé jusqu'aux Indes. Et donc, beaucoup de personnes connaissent l'ange de Kelvin. Pour quelle raison justement est-il parti jusqu'en Inde ? Alors là, je vais peut-être ne pas pouvoir répondre parce que c'est un échange, je suppose, qui a été fait. Donc, je vais passer la parole à monsieur le juge qui va pouvoir répondre. Alors, l'ambassadeur qui était en Inde, l'ambassadeur français, plénipotentiaire, a fait une demande tout à fait officielle et l'ange a paradé par l'une des plus grandes portes de l'Inde. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Marie-Vonne a oublié de dire qu'il n'y a hélas pas eu non plus de descente de l'ange, ça fait 2 ans, car l'état hélas de la chapelle laisse plus qu'à désirer, il y a plus d'1 million de travaux, donc on ne sonne plus les cloches, je vais m'excuser, ce n'est pas vous que je regarde, et donc... il y a des infiltrations, il y a de la verdure partout. Bref, tout est en mauvais état, sauf l'orgue que votre serviteur sert. En quelle année est-il parti en Inde, du coup, cet ange ? Ça devait être, mais je n'étais pas là, si ma mémoire ne défaille pas, ça devait être en 87 ou 88. D'accord. Alors, puisque vous indiquez que malheureusement la chapelle est en mauvais état,
et que nous avons ici ce livre qui date pour les premières photos de 78, Yvon Kervignot, à l'époque, comment se présentait cette chapelle? En bien meilleur état qu'actuellement? Je ne sais pas si elle était en meilleur état. Non, pas cette époque-là. Pas à cette époque-là. Mais en tous les cas, tout fonctionnait. C'est-à-dire que les différents éléments du pardon existaient. À savoir, on sonnait les cloches, à savoir l'ange descendait 3 fois. Un jour, j'ai demandé, c'était au recteur Hervé à l'époque, mais pourquoi il descend 3 fois? Il m'a répondu de manière très prosaïque, pour que tout le monde le voie. C'était vraiment... parce que je voyais peut-être une explication... La Trinité ou... Voilà, de ce genre, le 3, etc. Non, c'était simplement pour que tout le monde ait le temps de le voir. Alors, bon, c'est vrai que on parle de la chapelle qui est magnifique, et on vient de parler de l'ange qui est aussi cet ange pyrophore est quand même peut-être le plus bel ange qu'il y ait dans le Morbihan, parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Il y a plusieurs anges, pour ceux qui connaissent les pardons et les chapelles du Morbihan, eh bien il y a Saint-Nicodème à Pluméliau, où l'ange n'est pas mal non plus. Il y a Crénénan à Pleuherdut. Bon. On avait prêté, je crois bien, à une certaine époque, l'ange de Kelvin à Cléguérec, à Sainte-Anne-du-Baudewick. Et donc ils ont fait une copie, mais ils n'ont pas réussi à faire un si bel ange que celui-ci. Vraiment, il est magnifique. Il y en a un autre à Sainte-Noyal, qui est en fonte. Bon, non, c'est vraiment le plus bel ange. Vraiment, celui qui l'a sculpté, quand je vois les autres, vraiment, il était très inspiré. Et du coup, y a-t-il un plaisir pour vous de le photographier, Ah oui, est si beau. Mais bien sûr. On le voit dans le livre avec les hommes qui le tiennent, les baisers des enfants. Alors bon, voilà, ça fait partie d'une activité secondaire, on va dire. Lors du pardon. Lors du pardon, oui. Le plaisir, c'est de le voir descendre. N'oublions pas non plus que c'est lui qui fait le plus grand parcours. On est 172 mètres de hauteur de dénivelé. Donc la corde fait en gros 150-160 mètres. Oui, et elle atterrit précisément dans le champ de Marie-Yvonne, ici présente. Dans la lande, il y a donc tout un système que les messieurs préparent et un très gros poteau pour le recevoir, et puis ces grandes cordes, ces doubles cordes même, et c'est vrai que c'est fantastique de voir ce petit bonhomme là descendre du haut du clocher et atterrir dans les bras de la personne donc qui est préposée à le recevoir. C'est magnifique. Et puis il me semble qu'on allume un cierge à ce moment-là parce que non, on n'allume plus parce que il a un cierge, mais il n'est pas allumé parce que de toute façon, de la hauteur où il descend et de son arrivée, il n'y aurait plus de flamme. En fait, on peut très bien, de manière symbolique, l'allumer avant qu'il ne descende, mais de toute manière, il s'éteindrait. Voilà. Donc. Mais à l'arrivée, on n'allume pas un feu avec ces... Si. Le tantad. Oui, on allume un tantad comme dans beaucoup d'endroits, mais ne rêvons pas. Cette descente de l'ange, les ecclésiastiques, ou plutôt l'Église, a récupéré les traditions celtes. Et là, c'était pas le cas. Elle a récupéré une tradition vénitienne. Moi, j'ai vu descendre des anges, tout ce qu'il y a de plus profane. Et comme vous le disiez tout à fait, Monsieur Kervignot, c'est une particularité d'un bassin aux alentours de 25 km autour de Kelvin qu'il y a ce phénomène de descente de l'ange. Mais il y avait un autre ange dont nous disposons toujours avant celui-ci. Ah, je ne l'ai jamais vu. Il est dans l'église. Ah, d'accord. J'avais entendu, lors de quelques recherches, parler de cette tradition qui remonterait la Scopio del Carro en Italie, à Florence, notamment datant de la première croisade, où il faisait également descendre et puis brûler quelque chose. Il y a peut-être un lien, je ne sais pas si... Bon, en tout cas, c'est une tradition qui est très ancrée ici, qu'on retrouve pas... C'est quand même le 3e pardon du Morbihan, après Sainte-Anne-d'Auray et Josselin, il me semble. Donc, cette année, on sait qu'au 19e siècle, on a des traces, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus, qu'il y avait eu jusqu'à 30 000 pèlerins venant ici. L'année dernière, combien y en avait-il, et cette année, combien en espère-t-on ? Si vous voulez les chiffres, lorsque j'ai fait des recherches, au XVIIe siècle, il y avait
environ 10 000 fidèles. Au XVIIIe siècle, on est passé à 6 000, en moyenne au XIXe à 5 000, au XXe, début XXe, 4 000, et nous sommes depuis plusieurs années environ aux alentours de 900 ou 1000 personnes. Ce qui explique, bien sûr, cet élément descendant n'est pas que religieux. Il y a Sainte Anne d'Auray qui a pris l'ascendant au XVIIIe siècle, au XVIIe. Et au XVIIIe, ici, nous avions encore beaucoup d'argent, puisqu'il y a 7 hôtels, je l'ai dit, je crois, et 5 confessionnaux, puisque le jackpot, si vous me permettez l'expression, c'est que nous avons eu donc en 1451 des indulgences, c'était l'église de la peur, c'était le purgatoire, donc les gens venaient, il y avait donc des messes de minuit jusqu'au lendemain, 15 août, à 1h de l'après-midi. Et donc au 18e, l'argent étant là, c'était plus la période faste des fidèles, mais de l'investissement, pourrais-je dire, puisqu'au 18e, on fait un orgue 3 claviers pédaliers complètement polychrome, le seul, en 1709. On fait la maison des chapelains où nous nous trouvons, où il y avait ici 5 chapelains à demeure, rattachés bien sûr à la paroisse, qui est Guerne. Il n'en reste plus qu'un, votre serviteur. La Scala, que nous avons vue dehors, pour la messe en plein air, qui là aussi malheureusement n'est plus efficiente depuis l'année dernière. Ils avaient fait également au 18e une nouvelle sacristie orientée. Alors, mes recherches depuis plus de 25 ans montrent qu'ils ont fait des dépenses colossales dans la dalmatique, les objets de culte, des cloches nouvelles. Malgré cela, au 19e siècle, le pardon continuait à baisser. Et là, la municipalité, rien de religieux, ils n'étaient pas du tout religieux dans la commune, a voulu dévier une ligne de chemin de fer métrique qui passe à Lansart pour qu'elle passe précisément à Kelvin. Ils ont voulu aussi, mais on va peut-être parler de l'aspect profane, ils ont réussi à déporter la foire du 16 août pour la mettre le 14 août. Donc il y avait 3 foires. Donc, tous ces éléments étaient pour dynamiser ou redynamiser Kelvin. Justement, cette foire, on en voit quelques photos grâce à vous, Yvon Carvigno. Enfin, en tout cas, le côté profane, je veux dire, du pardon, ça doit être quelque chose qui vous touche. Alors, je voulais simplement parler de ce qui se passe au niveau de ce qui se passait sûrement, d'après ce que j'ai lu, au niveau de la fontaine. Parce que la fontaine, elle est phénoménale, elle aussi, avec le dessin qui a été fait au 19e de ce qu'elle était. C'était à la dernière page. Avec un toit pour les laveuses, mais on raconte aussi, puisqu'il y avait une espèce de banc qui faisait le tour, on raconte que les gens venaient sans se raser pendant une semaine, et venaient justement se raser à Kelvin. Ils venaient aussi avec leurs animaux, parce qu'il y avait sûrement le côté foire dont tu viens de parler, ce qui fait qu'il y avait un attrait qui était largement au-dessus du côté religieux, mais qui était essentiel dans la vie quotidienne, à savoir faire des affaires, vendre ses produits, et puis rapporter à la maison justement des choses qu'on n'a pas, parce qu'il devait y avoir, j'imagine, au 19e, des colporteurs de toutes sortes qui proposaient, en dehors des colifichets, des tas de produits nécessaires à la vie quotidienne. Il y a aussi une spécificité, je crois que c'est le jour du 15 août ici, il y a une autorisation pour les habitants de vendre de la nourriture et des boissons. Cela confère-t-il encore un côté un petit peu, assez particulier à cette fête? L'orgue avait été muet pendant 150. Ah oui, j'ai été nommé titulaire dès qu'il a été refait. Et oui, quand je suis arrivé ici, il restait quelques petites boutiques de bondieuserie, un tout petit peu d'alimentaire. J'en parlais à M. Carvigno avant l'interview. Cela a complètement disparu vers 2004-2005. Ce qui fait que à la fin du pardon, à la fin des vêpres, 10 minutes après, il ne reste plus personne sur le site. Mais je vais
je me permets de donner un élément sociologique. Quand vous parliez, bien sûr, la foire, les animaux, mais les gens vivaient en autarcie. C'est pour ça que nous avons, pour une fois, nous dépassons le Finistère, qu'ils ne nous en veuillent pas. Nous avons 1400 édifices, dont 1100 chapelles, les 3/4 classés du 16e. Et donc, les gens vivant en autarcie, le pardon, dans le sens étymologique, c'était aussi, quand on n'allait plus avec son voisin, le jour où on allait se confesser, et on faisait la bamboche, etc. Mais la foire était aussi la foire humaine. Car c'est là que souvent se préparaient les mariages. Et quand on rentre dans la chapelle, on rentre par la petite porte, normalement, et le premier saint que l'on voit, c'est Saint Fiacre, patron des jardiniers. En effet, les gens venaient sans doute pour le salut de leur âme, mais venaient aussi peut-être pour demander à ce que leur vache fasse des petits. Je ne sais pas ce qu'en pense Marie-Vonne. Certainement, oui, il devait y avoir ça. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'époque, comme tu dis, dans les années 2000, il y a eu une baisse de la fréquentation de Kelvin. Donc aussi parce qu'il y a eu cette suppression de la foire proprement dit, ou tout au moins des jeux, il y avait des manèges, il y avait des tas de choses. Et la commune a décidé de faire payer les forains pour les emplacements qu'ils prenaient sur la voie publique. Et c'est à partir de ce moment-là que cette foire, c'était surtout la foire alimentaire, les jeux, donc c'est là que tout a disparu. Et on pense que beaucoup de personnes ont déserté Kelvin aussi pour cela. L'aspect économique. Oui, je vais me faire mal voir de Marie-Vonne, mais je me souviens quand je faisais ma maîtrise, quand je suis venu dans les années 79, je crois, il n'y avait pas que les commerçants, mais les gens du village étaient assez rapaces. On ne pouvait se garer qu'assez loin et les cultivateurs prenaient leur dîme. C'est vrai que nous sommes en zone rurale, mais on peut dire, je pense que actuellement, le sacré est totalement déconnecté du profane, qui est quasiment devenu inexistant. Alors que dans beaucoup d'endroits, quand on fait encore des repas, ils ont lieu le jour du pardon, ce qui permettrait de garder, malheureusement ici, un repas, mais c'est 8 jours avant, et donc ça n'a pas d'aspect religieux. Ce sont les amis de Kelvin qui l'organisent, mais il n'y a pas de comité de chapelle. Vous êtes vus tous les deux, je ne m'adresse pas aux photographes, justement sur les photographies d'Yvon Carvigno. Figurez-vous sur ces pages. Moi, oui, ainsi que mes parents. Nous sommes cousins. C'est peut-être ça. Non, oui, non. Oui, effectivement, il y a, peut-être pas dans ce livre, mais dans le livre que tu as édité en dernier, oui. J'ai eu du mal à me reconnaître. C'est mon fils qui m'a dit « Mais maman, c'est toi !» C'est cruel. Portez-vous la coiffe? Non. Pas comme cette dame qu'on voit ici. Non, c'est la coiffe de Lorient. Et l'avez-vous connue, cette dame? Comment? Cette dame, l'avez-vous connue? Non. C'est Yvon qui prenait les personnes. Non. J'ai retrouvé dans ce pardon à Kelvin deux femmes qui portaient la coiffe et que j'ai refotographié systématiquement chaque fois que je suis venu. Mais en gros, on connaît pas les gens. On connaît pas les gens qui viennent avec leur coiffe. Mais les coiffes ont très vite disparu. J'ai commencé en 78 oui. Et je peux vous dire très franchement que je venais d'Afrique du Nord et donc ça m'a paru complètement exotique, ce pardon de Kelvin. Et c'est peut-être pour ça que je m'y suis intéressé autant. Ça m'a paru vraiment étrange. J'ignorais totalement ce qui s'y passait. Et donc quand je suis revenu habiter dans le coin, voilà, j'ai été emballé et j'ai continué donc à photographier les gens surtout. Alors effectivement, on cherchait peut-être à trouver des personnes avec des caractères bretons, la coiffe notamment, mais il y en avait déjà très peu, même en 78, donc il y a presque 50 ans. Il y en avait très très peu, on les retrouve... là par exemple, vous avez une photo avec 5 femmes, bon, il y en a qui sont très jeunes et il y en a qu'une qui la porte. Oui,
De toute façon, les femmes âgées portaient parce que c'était un dimanche, pas un dimanche, mais un jour férié, elles portaient la coiffe, mais parce qu'elles la portaient peut-être uniquement ce jour-là, mais pas forcément. À cette époque, j'ai quand même déjà rencontré des gens qui portaient régulièrement la coiffe tous les jours. Surtout sur l'Orient, je me souviens, nous avions de la famille sur l'Orient, et on était étonnés quand nous y allions de voir dans les rues des dames donc qui avaient à peu près l'âge de cette personne et qui portaient la coiffe, que la coiffe, pas l'habit breton, la coiffe. Exactement. Oui, c'est vrai. Je me souviens que certaines personnes, sentant leur faim venir, disaient à leurs enfants, sur mon lit de mort, tu m'habilleras en paisantes, c'est-à-dire avec le velours, la coiffe et tout. Mais bon, notre conversation prend un aspect quelque peu nostalgique, mais il faut quand même dire, pour garder un certain optimisme, que tous les jours, bon, bien sûr, je viens très souvent à Kelvin, vu l'orgue, qu'il y a quand même presque tous les jours des gens dans la chapelle qui est ouverte tous les jours de l'année, des gens qui viennent prier. Donc, le pèlerinage, ai-je envie de dire, se poursuit, et donc c'est autre chose que le pardon de Kelvin, qui est très ponctuel. Ça vous touche de voir ces personnes qui viennent, par exemple, été comme hiver, pour prier dans cette chapelle, au moment peut-être même où vous jouez? Oui, si je peux me permettre une anecdote très personnelle, un jour en plein hiver, il y avait personne, il y a des panneaux interdits d'aller et je vois une voiture qui arrive, qui hésite, puis je vois bien que le passager est une très vieille dame. Sa fille me dit merci de nous laisser nous garer, maman a 100 ans aujourd'hui. Et donc, elle n'avait plus ses jambes, mais elle avait toute sa tête. Puis je lui dis, voulez-vous que je monte à l'orgue et que je vous joue, bien sûr, pas de la musique baroque, l'orgue est fait pour ça, mais le cantique de Kelvin, on a fait 3 CD, dont un s'intitule précisément l'orgue de Kelvin parle breton. Donc, je lui ai joué le cantique de Kelvin. Donc, sur notre site internet, je reçois un message, je connaissais pas son nom, 3 mois à peu près, ensuite, de cette dame qui m'a bouleversé. Elle m'a dit, mais les derniers mots de maman, c'est son souvenir de Kelvin. Et d'avoir entendu le cantique. C'est incroyable comme anecdote. Justement, parlons de cet orgue. Vous le connaissiez avant d'arriver? Vous aviez pu l'essayer avant d'être le titulaire? Ou comment s'est fait ce parcours et cette prise en main? Mais cet orgue était une ruine. Il avait complètement son buffet, toute la mécanique et l'époque. C'est pour ça que nous aurons des masterclass dans quelques jours internationales. Nous faisons, sans prétention, un festival qui est connu dans toute l'Europe. Et dès que je l'ai monté, j'ai dit, mais il n'y a pas que l'orgue, il faut animer tout le sanctuaire autour de l'orgue. C'était une ruine et c'est un pur hasard, merci Monsieur Jacques Toubon, qu'il a été refait sur budget direct du ministère de la Culture. Combien de jeux aujourd'hui? C'est un orgue de 25 jeux sur 3 claviers pédaliers, le plus grand pédalier à la française de Bretagne. Et c'est le seul, je me répète, intégralement polychrome. Et il permet de jouer non seulement le répertoire français 16e, 17e, 18e, mais le répertoire anglais et italien de cette époque. Frescobaldi. Nous avons une très belle flûte à biberon au positif qui permet de jouer effectivement. Magnifique. Quels sont les... Alors on va peut-être retourner dans la nostalgie, parce que évidemment ce livre trace des photos qui datent de plus de 40 ans. Que vous disent ces photographies quand vous le parcourez aujourd'hui? Vous qui êtes natif d'ici, si je puis... Enfin, vous qui habitez ici. Je ne suis pas natif de Kelvin, mais ma famille, effectivement, est guernate. Ma grand-mère habitait Kelvin et chaque année, on venait en vacances avec joie de quitter Paris. Et donc, moi, toutes les personnes qui sont sur ce livre, je les ai certainement vues défiler dans le village, puisque on assistait aux offices, on assistait à la descente de l'ange, on assistait à tout, on était gamins, mais on voyait toutes ces personnes. Et après, puisque ça va faire 52 ans que je suis venue habiter Kelvin, donc toutes ces personnes, eh bien,
comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, en disant que la population de Kelvin avait une autorisation spéciale le jour du 15 août pour soit ouvrir un bar, c'était surtout le bar qui était ouvert avec les sandwichs, etc. Et donc, moi-même, j'ai tenu un bar dans la cour de ma maison pour recevoir toutes ces personnes qui, entre-temps, avaient acheté du pain, de la charcuterie, des gâteaux chez les commerçants qui étaient tout au long de la route principale du village. Et donc, moi, ces personnes, certaines, j'en suis sûre, sont venues chez moi pour, comme on disait à l'époque, boire un coup. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette photo d'Yvon Carvigno. On voit des hommes qui discutent. Deux panneaux. Un de routier indiquant la fontaine de Kelvin et l'autre fait à la main indiquant buvette, cidre, casse-croûte, phare. Donc là, déjà, on sait qu'on est en Bretagne. Et aujourd'hui, quand vous les revoyez, ces photos, Yvon Carvigno, vous retrouvez l'ambiance, vous ressentez le moment ou Là, effectivement, j'y suis très sensible parce que c'est dans la rue qui descend vers la fontaine qu'il y avait des étals recouverts d'une toile, parce que quelquefois il fait mauvais, où les gens boivent un coup, achètent un casse-croûte, et c'est pas uniquement dans les maisons même, je sais pas d'ailleurs si elles pouvaient s'installer là, mais enfin bref. Et ce qui m'intéresse, parce que j'allais très souvent à la fontaine, et je voudrais juste parler un petit peu de la fontaine, parce que là aussi ça a beaucoup changé. Non seulement, effectivement, les gens ne viennent plus se faire raser, le toit d'une partie de la fontaine a disparu, il reste les grandes colonnes, mais c'est surtout le comportement des gens. Et là, je suis resté très souvent un certain temps à la fontaine pour les photographier, parce que ils allaient franco, on est en 78, hein, ils allaient franco avec un verre se servir dans le bassin. Ils buvaient. Aujourd'hui, plus personne ne boit l'eau de la fontaine, ou alors qu'on me le montre, parce qu'il y a dû avoir une pollution reconnue, exprimée, et une mise en garde. On fait surtout ça, c'est une mise en garde par rapport à ce que pourrait contenir cette eau qui, oui, en 20-30 ans, donc, n'est plus utilisée. Alors, chaque fontaine a une eau guérisseuse. Oui. Alors on en ici, a déjà parlé lors d'autres émissions dans les pardons. On en parle généralement, parce qu'enfin, elles ont toutes des particularités. Ici, pour avoir posé la question aux gens qui pratiquaient, c'est apparemment les yeux et peut-être les fièvres au front. Oui, alors effectivement, la fontaine a trois bassins. Donc, lorsque l'on descend, alors il y a le bassin principal. Oui. Bon, celui-là, on ne sait pas trop à quoi il servait, peut-être à alimenter l'avoir qu'il y avait juste en face. Exactement. Mais le premier bassin, lorsque l'on descend, c'est le deuxième plus grand, si l'on veut, était réservé aux personnes qui avaient des problèmes aux membres, les jambes, les bras, etc. Et tout au fond de cette fontaine, il y a un plus petit bassin qui était effectivement réservé pour les personnes qui avaient des problèmes de vue. Et dans le bassin principal, comme dans beaucoup de fontaines en Bretagne, il y a une petite pierre percée, et là les gens devaient faire des vœux et lançaient une piécette et essayaient d'atteindre ce trou pour que leurs vœux soient réalisés. Mais ce que ces pauvres gens ne savaient pas, c'est que à la fin de la journée, tous les enfants de Kelvin descendaient à cette fontaine, enlevaient leurs pantalons, les chaussures et tout, et allaient récupérer ces pièces pour acheter ce qu'ils voulaient, des bonbons, etc. Donc ça, c'était vraiment très drôle, et je me disais, pauvres gens, si vous saviez à quoi va servir l'argent que vous... Parce qu'il y avait même des pièces assez importantes, hein. Il y avait on récoltait... Enfin, personnellement, je l'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait. Mais je sais que certains enfants récoltaient des bonnes sommes. Ainsi que le disait M. Carvigno, donc l'eau
En fait, les moines irlandais qui ont christianisé la Bretagne ont repris des éléments celtes. L'eau lustrale, qu'on trouve également l'eau baptismale, et d'autre part, quand vous parliez, les gens venaient se raser, mais ils faisaient aussi se laver, car on sait très bien que les gens venaient à Charaban, ou venaient de très loin, et donc ils dormaient sous leur charaban. Donc ils avaient précisément besoin. Alors quand on parle des traditions non chrétiennes, cet ange qui descend et allume le feu, son vrai nom, sans vouloir être pédant, s'appelle précisément un ange pyrophore. Et non pas pyromane. Alors cet ange, un jour, j'ai demandé quand même, mais pourquoi alors donc, il vient 3 fois, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi donc? À quoi sert-il? À quoi sert-il? Pourquoi on fait du feu, justement? Et enfin, la réponse du recteur Hervé, à cette époque-là, était très claire. Il apporte la lumière. Et il apporte un feu purificateur. Vous y voyez une autre explication? Tout est dit? Purificateur, oui, puisque je reviens à la notion de pardon, de péché, donc, et également des crispations dans le village. On se réunissait autour du feu. Cela était une très grande symbolique, cela va de soi. Alors, puisqu'on parle de ce feu, je vais vous raconter une anecdote. C'est en 2010. Il faisait très chaud. Et on n'a pas fait de feu dans la lande. Non, parce que c'est vrai que c'est vite fait. Et il y a d'abord des pompiers qui sont là pour s'assurer que le feu ne s'étale pas. Et donc c'était tout à fait étonnant. Enfin, sur le plan photographique, c'est pas très photogénique, mais c'est étonnant. C'est une curiosité, je l'avais jamais vu nulle part ailleurs. On avait mis du pétrole dans une bassine et on y avait mis le feu. Et donc on a des petites flamèches. Bon voilà, c'est tout, c'est l'intention qui compte. Sans doute faut-il aborder un petit point concernant le mobilier présent dans cette chapelle, car il y a au moins un objet dont il faut parler, la Vierge, une Vierge qui s'ouvre. Je sais qu'il y en a quelques dizaines dans le monde, et notamment 3 en Bretagne, dont une, ici à Kelvin. Jean-Yves le Juge, peut-être souhaitez-vous nous en parler? Oui, les gens ne sachant ni lire ni écrire, les imagiers, comme on les appelait au Moyen-Âge, s'inspiraient de Jacques de Voragine, et est arrivée là-dessus, bien sûr, la Réforme, et certaines vierges qui s'ouvraient, des triptyques, donc indiquant la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, sans vouloir faire un débat théologique, il est clair que Marie, mère de Dieu, depuis le concile de Nicée, mais elle n'est mère que de Jésus-Christ. Ce qui fait que le concile de Trente s'est empressé de dire au clergé, il est urgent que vous enterriez ou que vous brûliez toutes les vierges ouvrantes qui présentent autre chose que Jésus-Christ. Nous avons une chance inouïe à Notre-Dame de Kelvin, elle ne présente que les mystères douloureux, le mystère de Jésus-Christ. Donc il semblerait qu'il en reste 62 ou 63 dans le monde. Elle est ouverte ici précisément le jour du pardon, à la fin du pardon, et lors de notre festival, les jeudis de Kelvin, en plein été. Sinon, elle reste fermée? Elle est fermée, elle est fragile. Ce n'est pas le même imagier qui a fait l'extérieur. C'est sans doute une commande de l'aristocratie. L'intérieur, c'est un peu plus grossier, même si les panneaux sont tout à fait intéressants. Mais c'est vraiment, oui, même pour les personnes qui n'ont pas la foi, c'est un spectacle rare.